Le trajet m'était connu. En haut des escaliers, marquer un temps d'arrêt, écouter le murmure des villes bourgeoises, oublier les râles du métro, cette bête à l'agonie dont la dégradation accompagne la chute des êtres qui, toujours plus enfoncés dans la misère, peuplent ces couloirs toujours plus et toujours plus longtemps. Alors, entrer dans un domaine où la lumière du jour enrobe une forme de vie positive, heureuse de son propre confort. Je serais triste, hélas, et craintive. Et pourtant, je marcherai vers la clarté. Bonsoir. Bonjour, non, c'est le jour. Vous voyez, avec cette nuit, on perd la boule. En tout cas, je suis ravie que nous assemblions ensemble aujourd'hui pour une heure de discussion avec Emmanuel Lambert, une heure au cours de laquelle nous évoquerons l'ensemble de son œuvre et de sa manière de travailler, depuis Mon grand écrivain, paru en 2009 aux éditions Les Impressions Nouvelles, jusqu'à son prochain texte à paraître en août prochain chez Stock, Le garçon de mon père, en passant par les romans Un peu de vie dans la mienne, La tête haute, La désertion et les essais littéraires, apparition de Jean Genet et Giono Furioso. Stock 2019, prix Femina Essai. Ce sera d'ailleurs l'occasion de vous demander ce que vous pensez de cette classification entre les genres où s'inscrivent vos textes. Donc voilà comment je vous propose d'articuler ce temps ensemble. 3/4 d'heure d'échange entre Emmanuel Lambert et moi-même, à l'issue desquels elle nous lira quelques pages, même un montage exclusif du garçon de mon père, puis 1/4 d'heure de questions du public. Donc on va peut-être partir du début. Emmanuel Lambert, vous êtes agrégé de lettres modernes, docteur S lettres. Vous avez soutenu une thèse sur le théâtre de Jean Genet. Et votre premier livre publié fut donc Mon grand écrivain, consacré à Alain Robbe-Grillet, que vous aviez accompagné dans le travail sur ses archives à l'IMEC, Institut Mémoire de l'édition contemporaine. Est-ce qu'il aurait pu en être autrement? C'est-à-dire, vous en fallait-il passer par un texte sur un autre écrivain avant de vous autoriser le passage à la littérature de manière générale? Bonjour, merci d'avoir résisté à l'appel de la terrasse au soleil à 12h30, c'est très gentil. Alors, la Raphaël, c'est une très bonne question, et donc comme toutes les très bonnes questions, j'ai besoin d'un temps d'amortissement. C'est difficile de le savoir. Ce qui est sûr, c'est que si j'avais pas rencontré Robbe-Grillet et si j'avais pas rencontré Benoît Peeters, je ne sais pas quand et comment j'aurais été amenée à écrire autre chose que ce que j'appellerais volontiers de l'écriture autorisée, c'est-à-dire de l'écriture codifiée, scolaire, universitaire, qui est très bien, hein, mais qui est dans un cadre dans lequel, lorsqu'on sait qu'on s'y inscrit, on va respecter un certain nombre de règles, et donc la question de sa propre légitimité, évidemment, et de sa propre audace se pose beaucoup moins que quand on s'attaque à la littérature. Alors quand je dis rencontrer Robbe-Grillet, c'est le rencontrer dans des circonstances très particulières parce qu'effectivement, vous l'avez souligné, moi j'avais été embauchée par l'IMEC au moment où Robbe-Grillet avait décidé de confier ses archives donc à cet institut d'archives qui se trouve aux portes de Caen en Normandie. Et il fallait à la fois aller chercher les archives chez lui, travailler avec lui à la manière dont on allait décrire tout ça, travailler à une exposition sur lui, de son vivant, travailler au catalogue de l'exposition, travailler à l'édition de ses textes et entretiens, etc. Et donc, en fait, quand je dis rencontrer Robbe-Grillet, c'est que j'ai rencontré cette denrée rare qui est un auteur du patrimoine, une espèce de figure comme ça, des manuels scolaires, mais vivant. Vivant et tout à fait disposé à se servir de moi, de nous, de l'institution pour construire sa postérité. Et ça, c'était vraiment très passionnant. C'était très passionnant de voir le rapport. Robbe-Grillet n'était pas jeune, hein, quand on a commencé à travailler ensemble, il avait 80 ans. Donc il entrait dans la dernière phase de sa vie et il savait que ce qui était en train de se jouer, c'était ce qui resterait après. Et donc j'ai vu un écrivain vivant réfléchir à sa postérité, à sa mort, à ce qu'il avait fait, au regard qu'on portait sur son œuvre. Et puis j'ai vu des choses très concrètes, qui est un écrivain en pyjama, qui cherche des enveloppes avec ses archives, qui veut du thé parce que sinon on n'arrive pas à écrire, qui a besoin de faire sa sieste. J'ai eu toute la gamme à peu près de ce que suppose l'idée d'un écrivain et puis son incarnation dans un corps et dans une psychologie. Alors ça, c'était formidable parce que ça a évidemment démythifié la figure de l'écrivain. D'autant que Robbe-Grillet, qui était quelqu'un d'assez peu commode,
avait tout de même beaucoup d'humour, et que comme j'étais très jeune et qu'il n'y avait absolument aucun enjeu d'aucun ordre entre nous, moi, en gros, il me faisait rire, et puis c'était à peu près tout. Donc ça m'a permis de voir que les écrivains étaient somme toute des gens qui étaient aussi des gens normaux, qui étaient aussi des gens qui doutaient, qui souffraient, et surtout des gens qui avaient des échecs. Et c'est ce que permet la fréquentation des archives. En fait, il y a dans les archives de tous les grands écrivains, tous et toutes, et quels qu'ils soient, il y a quantité d'échecs, et il y a sans doute même plus de masse de choses avortées que de choses menées à bout et que de choses réussies. Et ça, c'est assez formidable. Donc ça m'a ôté une forme de naïveté que je qualifierais presque de religieuse, c'est-à-dire quelque chose de comme ça, très... Moi, je me faisais une montagne de tout ça, quoi. J'avais sacralisé la littérature. Et puis, j'ai rencontré Benoît Peeters, qui connaissait bien Rob Grillet, qui l'avait filmé pour des entretiens. On s'est retrouvés aux funérailles, et aux funérailles, en m'écoutant parler, il m'a dit « Tu devrais écrire. Ce que tu es en train de me dire, c'est un livre. » Et donc, à partir de là, j'ai commencé à écrire et je ne me suis plus arrêtée. Alors, parce que vous disiez que jusque-là, vous ne vous étiez lancé que dans de l'écriture autorisée, mais est-ce que vous aviez des velléités, pas forcément de publication, mais d'écriture dans votre coin ? Je n'osais vraiment pas me le formuler. Donc non, la réponse sera non, en fait. Mais on peut quand même se douter qu'il y avait sans doute quelque chose de souterrain, mais que je ne pouvais pas actualiser. Je pense parce que j'étais un peu peureuse. Je crois que j'avais peur à la fois de ce que ça supposait de travail, j'avais l'impression qu'on faisait une montagne, et puis aussi d'exposition de soi, parce que quand bien même on passe par la fiction, alors on va glisser très habilement sur ce que vous aviez annoncé, mais quand bien même on passe par la fiction, on passe par des personnages, il est évident qu'on s'expose quand on sort un livre. On s'expose à la lecture, on s'expose au jugement, on s'expose au regard, qu'on le veuille ou non d'ailleurs. Et ça, je crois que ça me terrifiait profondément, et que donc j'avais pas le courage nécessaire, en tout cas dans mes plus jeunes années, d'affirmer cette liberté-là, de dire voilà, moi je suis ce que je suis, je fais ce que je fais c'est des livres, ça vous plaît pas, c'est la même chose. Enfin, néanmoins, voilà, dans Mon grand écrivain, le premier mot du titre, c'est mon, c'est-à-dire que vous acceptez de vous y mettre. Oui, j'accepte de m'y mettre. C'était une façon aussi de ne pas figer Rob Grillet, parce que c'était des souvenirs et des choses très personnelles. Donc je voulais qu'il soit très clair que c'était mon regard, et qu'il n'y avait pas de vérité biographique en fait dans ce que j'écrivais. En tout cas, pas de vérité absolue, ou encore une fois autorisée, c'est-à-dire... Mais c'est un livre qui a un titre, voilà, avec ce possessif à la première personne. C'est un livre qui est écrit à la deuxième personne. C'est que dans mon premier livre, en fait, on comprend que c'est moi qui parle, mais en fait, ce moi, c'est tu, c'est pas je. Et à cette époque, j'arrivais, je pense pas encore à dire je, et j'avais besoin de cette distance-là. Et puis, ça me permettait aussi de ne pas m'approprier un écrivain sans son consentement, puisqu'il était mort. Et donc, je trouvais que c'était bien de mettre toutes ces distances. Alors, vous aviez anticipé cette transition que j'allais faire sur le passage au roman, donc avec un peu de vie dans la mienne, toujours aux impressions nouvelles, qui est paru en 2011. Donc, une fois que vous avez terminé Mon grand écrivain, comment ça se prolonge, ce geste de l'écriture vers la fiction ? Alors, ça se prolonge, contrairement justement aux écritures dont on parlait précédemment, les écritures autorisées, les écritures codifiées, ça se prolonge absolument sans contrôle, sans décision, sans même y penser, et sans réflexion. Moi, je crois que si on réfléchit trop, on n'écrit plus. Donc, à partir du moment où la mort de Rob Grillet et l'écriture de ce livre avait en quelque sorte ouvert le couvercle, à partir de là, c'était parti. Et donc là, avec ce roman, il y avait encore la question du sujet qui se posait, puisque c'est un roman écrit à la première personne, là. Sauf que la première personne, c'est celle d'un homme. Donc j'étais encore un peu planquée, ce qui fait que Manuel Carcassonne, mon éditeur chez Stock, quand il m'a rencontré, m'a dit « Mais quand est-ce que vous allez arrêter de vous cacher ?» C'était une assez bonne question.
Puis, donc, il y a eu la tête haute en 2013, qui joue entre les époques, les années 20, les années 30, le contemporain, entre la France, l'Italie, l'Algérie, des souvenirs mouvants. Et quand on a lu Le garçon de mon père, on découvre un substrat autobiographique à ce livre, avec notamment le personnage de Betty, votre grand-mère. Et au milieu, donc, une figure d'écrivain, Jean, qui vous correspond plus, enfin, qui est un homme d'une quarantaine d'années, qui est celui qui se fait le scribe de cette histoire familiale. Donc là, vous avancez vers une mise à découvert ou c'est pas du tout ça dont il s'agit ? Si, j'ai avancé. Alors, moi, je peux vous parler de ma grand-mère pendant une semaine, hein, donc il va falloir me canaliser, mais ma grand-mère qui était née en Algérie au début du siècle, hein, en 1911, ma grand-mère ne savait pas lire. Et donc moi, quand j'ai entrepris mes études, et puis par la suite, quand j'ai commencé à écrire, c'était pour elle quelque chose d'assez extraordinaire, hein. C'était quelqu'un que j'aimais énormément, qui avait une intelligence folle et une inventivité d'amour extraordinaire. Et effectivement, quand j'ai écrit ce roman à tête haute, je voulais lui rendre hommage, parce que la tête haute, le titre parle de lui-même, et là, moi, j'en parle de manière très détendue, et voilà, mais c'est quelqu'un qui a connu la honte dans sa vie, c'est quelqu'un qui était d'une extraction sociale très modeste, pour pas dire parfaitement misérable, qui n'est pas allé à l'école, qui a été abandonné enfant, et qui a fini par trouver son salut en fait dans l'amour, dans la rencontre de mon grand-père, qui lui était un bourgeois éduqué, qui était avocat. Seulement, un mariage comme ça dans les années 30, dans la bonne société bourgeoise de province, ça passe pas très bien. Et donc, elle avait connu cette honte sociale pendant des années, et moi, j'ai tenté de réparer ça avec ce livre. Et je me suis projetée dans ce personnage d'écrivain, donc, qui s'appelle Jean, qui est un écrivain qui n'arrive pas à écrire, ce qui peut arriver, hein, il est en panne d'inspiration. Et puis, il trouve une annonce, quelqu'un a passé une annonce, on cherche un écrivain pour aider une vieille dame à raconter sa vie. Et cette vieille dame, évidemment, elle est inspirée de ma grand-mère, elle veut raconter sa vie, elle ne sait pas écrire, elle a besoin de quelqu'un qui sache le faire. Et c'est la rencontre de ces deux personnages qui se télescopent et qui fait ce livre qu'elle ne pouvait pas lire, mais que ma mère lui a lu. Et donc elle était très contente et très fière d'avoir inspiré ce personnage de roman. Et dans La tête haute, on peut lire cette phrase: le roman, c'est toujours une voix qui chante, mais le roman avec une personne vraie ou une vraie personne, c'est foutu d'avance. L'écrivain perd toujours la bataille, il dissonne. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette phrase ? Elle dit un peu la peur de quand on prend un sujet, une personne vraie, qu'on la transforme en personnage. Il y a à la fois, je pense, la peur de ne pas être à la hauteur de la personne de départ, si c'est quelqu'un qu'on estime. Et j'ai eu ce problème puissance 1000 avec Jean Giono, qui n'était pas tout à fait n'importe qui. Donc il y a cette peur-là de ne pas être à la hauteur de l'individu réel. Et puis, il y a, je pense aussi, quelque chose qui est de l'ordre de la conscience, qu'on peut rendre qu'imparfaitement, finalement, ce que sont les autres. On ne perçoit que les échos, quoi. Et c'est pour ça que je fais référence souvent à la musique, parce que je me dis, en fait, c'est une petite musique qui reste. Voilà, c'est quelque chose qui chante, comme des airs qu'on a entêtants, qui reviennent sans qu'on le veuille. Les souvenirs, ça fait ça aussi. Ça vient d'un coup, sans qu'on sache pourquoi, sans qu'on le désire, comme de la musique. Et mon souci, quand j'écris, c'est effectivement d'avoir la note juste. Ou alors, si ça dissonne, si c'est de l'assumer complètement et de dire là, je vais faire quelque chose qui ne se fait pas ou qui ne se dit pas. Mais je trouve qu'il faut être vraiment l'un ou l'autre de manière nette. Voilà, quand on part de personnes vraies. Après, quand on invente tout, on a a priori pas trop de freins. Mais alors, cette question du chant, est-ce que vous lisez à haute voix quand vous écrivez, enfin, voilà, la musique du texte, que ce soit dans le roman ou dans l'essai, comment ça se passe, votre rapport à cette musique-là ? Alors non, moi je ne le fais pas, et je me suis souvent posé la question de savoir pourquoi je ne le faisais pas, parce qu'effectivement beaucoup de gens le font. Et c'est peut-être parce qu'au départ j'ai une formation musicale. C'est-à-dire que je viens d'une famille de musiciens, en fait, et j'ai fait beaucoup de musique dans ma vie.
jusqu'au bac où il a fallu choisir en fait entre la musique et des études. Et donc voilà, j'ai choisi. On y reviendra peut-être, mais c'est aussi lié à l'histoire familiale, mais c'est pas très intéressant. Toujours est-il que je me suis demandé si cette formation musicale faisait que finalement j'avais une musique intérieure déjà, et que donc j'avais pas forcément besoin d'en passer par la lecture à haute voix, parce qu'au fond, je travaille déjà comme ça. Je travaille comment dire, en rythme. Je travaille en rythme. Ce que je fais quand je lis, c'est plutôt de la pulsation. Voilà, j'ai pas forcément besoin de passer par le son, j'ai besoin de passer par le rythme. Alors, après La tête haute, vous revenez vous allez à un de vos deux Jean, il y a le Jean Genet et Jean Giono. Donc d'abord à Genet, vous consacrez un livre en même temps que vous travaillez comme commissaire d'exposition à une exposition au Mucem. Et donc apparition de Jean Genet paraît en 2018, qui est une histoire de saisissement par ce personnage, par cet écrivain. Et est-ce qu'au fond, avec vos livres sur les autres écrivains, il s'agit de vous mettre au clair sur votre rapport intime non universitaire à la littérature, sur ce qu'elle vous fait et pourquoi vous voulez écrire? Oui, bien sûr. D'autant que Genet est une figure... je crois qu'il n'y a pas énormément d'auteurs, il y en a, mais je crois qu'il n'y en a pas énormément où l'écart entre le point de départ et le point d'arrivée est aussi grand que pour Jean Genet. C'est-à-dire, c'est vraiment quelqu'un, alors là on parlait d'écriture autorisée, pour le coup, voilà quelqu'un qui s'est mis là où personne ne voulait de lui, quoi. C'est un garçon qui est abandonné par sa mère à l'âge de 7 mois, qui est envoyé dans le Morvan, qu'on destine à l'apprentissage, qui fugue, vous connaissez l'histoire, il se retrouve dans la colonie pénitentiaire de Maitret, ensuite il fait de la prison, on connaît tout ça. Et donc, Genet, il a le certificat d'études, c'est tout. Et ensuite, ses diplômes, c'est la délinquance, le vol, la prostitution et la prison. Donc, il arrive ensuite, au début des années 50, c'est-à-dire à 40 ans, paf, les œuvres complètes chez Gallimard, sous le patronage de Jean-Paul Sartre. Il faut quand même se représenter ce que c'était que Jean-Paul Sartre dans les années 50. Voilà, cet écart-là, il est absolument ahurissant. Donc voilà quelqu'un qui se souciait absolument pas de savoir s'il avait le droit ou pas de faire des choses. Et c'est plutôt mieux de ne pas l'avoir. C'est plutôt mieux de ne pas l'avoir. Et il le faisait. Et c'est un personnage qui a bien des défauts par ailleurs, parce que c'est quelqu'un de très dur. Et c'est quelqu'un qui est aussi dur à étudier parce que sa vie est dure. Mais il est aussi très attachant pour ça, avec cette affirmation extraordinaire de sa liberté dans la langue qui est la seule chose qu'il avait. Et moi, j'aime les gens qui se déplacent, qui ne sont pas assignés à quelque chose depuis toujours, qui font autre chose que ce qu'on attend d'eux. Et j'aime particulièrement les écrivains et les poètes qui bougent, qui tremblent, qui ont une forme d'opacité comme ça, où on se demande ce qui se passe, et qui font des œuvres qui vous obligent, vous, à vous dire, mais toi, où est-ce que tu es dans le monde? Parce que je trouve que l'œuvre de Genet, en tout cas moi, c'est ce qu'elle me fait. Il y a une telle puissance d'affirmation de la différence chez lui, que ça nous oblige, nous, quand on est dans une vie un peu comme ça, confortable, toi, qu'est-ce que tu fais? Où es-tu? Où te situes-tu? Et ça fait vaciller. Il y a des gens qui ont du mal avec ce vacillement, et moi je trouve que c'est la définition de la poésie, donc j'aime assez ça. Avoir une fréquentation si intime des grands livres, de grands auteurs devenus canoniques, y compris contre leur gré, à partir de là, comment faire pour n'être pas écrasé par leur ombre, qui est quand même un surmoi assez terrassant? J'ai envie de vous répondre qu'en fait, il faut plutôt se situer dans leur lumière. C'est-à-dire que c'est des questions qu'on m'a posées quand j'ai fait beaucoup de rencontres en librairie pour le livre sur Giono. Et il y avait des lecteurs, et c'était gentil, c'était dit très, très gentiment, avec beaucoup de simplicité. Ils me disaient, mais est-ce que vous n'avez pas peur finalement qu'il vous fasse de l'ombre, Et je disais, mais moi j'ai grandi dans sa lumière. Je crois vraiment que quand on désire écrire, c'est qu'on a lu abondamment, c'est qu'on est allé se plonger et se perdre dans des livres. Et il se trouve que là, je viens de faire l'édition avec Gilles Philippe des romans et des poèmes de Genet en Pléiade. Et c'était dur parce que c'est une œuvre dure, et c'est un exercice très particulier parce qu'il faut tout reprendre ligne à ligne et il faut annoter. Et il y a quelque chose d'assez extraordinaire dans le fait de se mettre ligne à ligne dans l'œuvre d'un auteur, parce qu'on se plonge dans la beauté. Et se plonger dans la beauté, ça ne peut pas vous faire d'ombre. Ça peut que vous faire grandir.
Votre apparition de Jean Genet paraît à quelques mois d'écart de La Désertion, donc ce roman où vous passez chez Stock, et donc c'est l'histoire d'une femme qui a disparu, qui est racontée par d'autres. On sait d'emblée que cette disparition est volontaire, que c'est pas une histoire que c'est pas un polar au sens strict du terme. Alors d'abord, je voudrais savoir pourquoi vous avez voulu faire paraître ces deux livres en même temps. C'est un hasard. C'est un hasard, c'est-à-dire qu'en fait, j'étais publiée donc aux Impressions Nouvelles chez Benoît Peters, qui est donc une petite maison d'édition, qui a un très très beau catalogue, qui est une petite maison d'édition. Et quand j'ai écrit la Désertion, Benoît m'a dit, écoute, nous n'avons pas beaucoup de moyens de publicité, toujours cette question, vous voyez, d'apparaître et de s'exposer. Il m'a dit, et tu mériterais quand même d'avoir un éditeur qui puisse te diffuser plus largement que nous. Envoie-le à des maisons d'édition, mais nous, on est fiers de t'avoir découverte. Alors, moi, ça m'a bouleversée, évidemment, mais je suis peut-être un peu sensible, mais bon, voilà. Et donc j'ai envoyé ce manuscrit à plusieurs maisons d'édition, et c'est Manuel Carcassonne de Stock qui m'a appelé tout de suite pour le publier. Et il se trouve que le Genet était prêt, et Benoît m'a dit, mais le Genet, j'aimerais bien l'avoir. J'aimerais bien l'avoir, parce que c'est vrai que c'est une maison qui est une maison fondée par des auteurs et des poètes, qui publie beaucoup d'essais, beaucoup de choses comme ça, très, très ouvragées. Et j'étais absolument ravie, finalement, que ces deux livres paraissent presque en même temps chez ces deux éditeurs. Je trouvais que c'était une belle manière de continuer l'aventure. Alors, La Désertion nous renseigne sur d'autres influences de votre vie, c'est-à-dire, on pourrait dire, Duras et Modiano. Enfin, c'est un texte qui leur fait signe de manière assez claire. L'universitaire Dominique Rabaté, qui est spécialiste du roman contemporain, fait du roman de la disparition, notamment dans la suite de Modiano, un des grands traits du roman contemporain. Est-ce que vous en avez conscience? Enfin, est-ce que ça vous intéresse aussi? Dans quoi s'inscrit ce que vous écrivez? Alors oui, ça m'intéresse encore plus quand c'est dit par d'autres. Parce qu'il y a les influences conscientes, il y a les choses dont on s'est nourri, mais je ne suis pas sûre qu'on soit très bon lecteur de sa propre œuvre. J'ai même tendance à penser le contraire. Et je suis ravie que vous mentionniez Modiano, par exemple, parce que moi, je pense que spontanément, j'y serais pas allée toute seule. Voyez. Alors, concernant la disparition, oui, c'est vrai que on peut quand même se poser la question de pourquoi tant de gens ont envie de disparaître, hein, et pourquoi ça transpire aussi dans la littérature actuelle, et ce que ça dit d'une forme de violence qu'il y a dans nos sociétés aujourd'hui. Et c'est ça dont parle La Désertion. La Désertion s'ouvre avec un chapitre qui est une plongée dans la conscience d'un homme, une fois encore, mais qui est un horrible salaud. Hein. C'est, je crois, le seul salaud de mon œuvre, vous me le permettrez, mais il est vraiment épouvantable. Qui est un harceleur, qui est un type abominable, et qui ne comprend pas comment sa proie lui échappe. Hein. Voilà. C'est quelqu'un qui a persécuté de ses assiduités une de ses collaboratrices, on va le dire pudiquement, pour ne pas dire inférieure hiérarchique. Et en fait, moi, j'avais pensé à cette disparition comme un acte de résistance, c'est-à-dire dans une société où il faut apparaître, où on se montre sans cesse sur les réseaux, on prend la photo, on est là, on s'expose en permanence, de dire, moi, je ne veux plus être vue. Je ne veux plus être là. Je pense que c'est un acte de résistance. Et puis je crois qu'il y avait je crois que c'est Mélanie Klein. Enfin, il y avait une psychanalyste qui avait une jolie phrase que je vais déformer, mais que j'aime beaucoup, qui est ce qui est tragique, c'est pas de se cacher. Ce qui est tragique, c'est de ne pas être trouvé. Et je crois que c'est mieux d'être trouvé plutôt que de s'exposer et de se montrer. Ouais. Alors ensuite, vous écrivez Giono Furioso en même temps que vous montez l'exposition Giono au Mucem, dont vous avez été co-commissaire. Et dans le texte, vous l'expliquez, pour vous, c'est un espace de liberté, ce texte, par rapport au côté un peu figé de l'expo. Alors d'abord, pourquoi doubler ce travail de commissaire comme vous l'avez fait pour Jeunet?
pour reprendre la main, je crois, parce que alors l'expo Giono, elle était vraiment, c'était un gros travail, parce que Giono est un gros morceau, c'est-à-dire c'est une œuvre colossale, c'est une œuvre de 8 volumes de Pléiade, il y a aussi les films, c'est absolument monstrueux, et c'était aussi une exposition qui était importante en termes d'espace, il y avait beaucoup de mètres carrés, c'était dans un grand musée, et une expo, c'est un travail collectif, c'est-à-dire que quand bien même vous, comme commissaire, vous avez l'idée première et c'est votre vision que vous allez finir par faire prendre forme, c'est à votre vision que vous donnez vie, il y a des tas de gens qui sont concernés par cette chose, et à commencer par les gens qui dirigent le musée et qui doivent s'assurer que leur commissaire ne fait pas tout à fait n'importe quoi, pas vraiment en termes intellectuels, mais notamment en termes budgétaires. Donc on a toujours, parce qu'on a toujours des tas d'idées extraordinaires, géniales pour des expos, et puis on se heurte après à la réalité. La réalité, elle est simple, elle est comme dans tous les métiers d'ailleurs du spectacle, c'est le budget. Il y a des choses qui sont faisables et d'autres qui ne le sont pas. Et ça suppose, vous voyez, quand on était en train de monter l'expo sur le plateau de l'expo Giono, à un moment donné, il y avait jusqu'à 40 personnes. Donc, quand on a le goût de la solitude et de la création dans la solitude, évidemment, c'est à la fois formidable parce qu'on se nourrit de l'expérience des autres et puis c'est des gens très qualifiés qu'on fréquente. Donc, moi, j'aime beaucoup les gens qui savent faire des choses très concrètes, qui sont très forts, les éclairagistes, les menuisiers, les graphistes. Donc, ça, moi, ça me nourrit énormément de voir ces gens à l'œuvre. Et en même temps, il y a nécessairement une dépossession. Pour que l'expo marche, pour qu'elle soit efficace, qu'elle remplisse son objectif, il faut que les gens s'en emparent. Et il faut que vous, qui êtes le commissaire, c'est pas c'est moi qui l'ai fait, vous voyez, voilà, ça devient quelque chose de collectif, sinon le public s'en emparera pas. Et je pense que ces livres, je les écris parce que j'ai besoin d'un endroit où moi je sois seule face à mon sujet, où je prenne la main. Et puis il y a un truc plus simple en fait, qui est, j'aime beaucoup cette phrase de Colette qui dit « je veux faire ce que je veux ». Voilà. Et quand on écrit un livre, on fait ce qu'on veut. Alors que quand on est dans un projet comme ça, on ne fait pas ce qu'on veut. Et là, ça me permettait de faire ce que je voulais avec mon sujet et de l'empoigner et de le tordre dans tous les sens dans un espace de liberté totale. Alors, dans Giono Furioso, vous écrivez ceci. « Je vais le lire et je vais le prendre par tous les livres et par toutes les lignes, et j'irai le chercher dans ses contradictions et ses délires, dans son moi d'écrivain qui se dérobe, car je sais qu'écrire, c'est toujours se mettre à l'abri de son œuvre, même si l'on affecte de se dévoiler. » Et en plus, en même temps, dans le livre, vous mettez en scène, dans une scène très amusante avec votre éditeur, votre tentation de la planque, enfin, la question de où es-tu dans ton livre qui est un petit peu là depuis le départ, vous la mettez en scène. Est-ce que Giono Furioso, de ce point de vue-là, en vous obligeant à vous poser la question de ce qu'on met à l'abri, ce qu'on expose, ça a débloqué quelque chose? Oui, absolument. Alors, je ne sais pas si c'est Giono Furioso, c'est-à-dire je ne sais pas si c'est mon livre, je ne sais pas si c'est Giono lui-même, c'est-à-dire son œuvre. Je crois qu'il y avait quelque chose dans l'œuvre de Giono de tellement torrentiel et tellement qui s'imposait avec une force de vie absolue que du coup ça m'a embarqué. Ça m'a embarqué et en fait j'avais pas le temps de me poser trop de questions. Pendant l'exposition, je me posais des tas de questions qui étaient des questions d'ordre historique, scientifique, évidemment, on n'allait pas écrire n'importe quoi. Mais dans le livre, j'étais vraiment en tête à tête avec lui et avec son œuvre. Et si je prenais trop de temps, en fait, je vais le dire un peu vulgairement, mais j'allais me faire bouffer. C'était évident. C'était évident que c'est un ogre, cet homme, et que c'est une œuvre ogresque aussi. C'est une œuvre qui dévore la vie, qui dévore la mort dans la vie, qui dévore les animaux, les plantes, les femmes, les enfants, les bébés, tout y passe, quoi. Giono, c'est une cosmogonie folle. Et donc, il fallait avoir cette qualité, mais qui, je crois, suppose quand même beaucoup de travail, qui est une sorte de désinvolture. C'est de dire, allez, c'est parti. Maintenant, on lâche. On peut y aller, parce que de toute façon, le type en face est tellement énorme que quoi que je fasse, c'est lui qui est là. Donc, je peux y aller. Alors, dans Giono Furioso, on aperçoit la silhouette de votre père, qui est malade au moment où vous écrivez, et puis au moment de la parution du livre, la maladie s'aggrave, et puis il meurt dans les jours qui sont ceux de la parution du texte. Et c'est notamment ce que vous racontez dans Le garçon de mon père, qui va paraître, qui est votre
prochain livre. Vous y écrivez, je voulais avancer vite donc, sur le livre pour qu'il ait le temps de me lire, que plus le livre sur Giono avançait, plus sa présence à lui dans ce livre devenait nécessaire pour ne pas lui porter la poisse, l'ashkumun. C'est aussi un livre... Enfin, Giono Furioso parlait beaucoup des rapports de Giono avec son père. C'est beaucoup de ça dont il est question. Donc, vous avez aussi, à travers ce texte qui était une réflexion qui était un texte très intellectuel sur votre rapport à votre œuvre, vous avez aussi fait en sorte de faire rentrer votre vie, votre père, et puis ça a mené à l'écriture aussi du garçon de mon père. Oui, absolument. C'est-à-dire que quand j'ai écrit Giono Furioso, j'étais dans une position particulière puisque je faisais cette exposition et donc j'étais tout le temps chez lui en fait. J'étais dans sa maison avec sa fille, avec ses archives, et j'avais sous les yeux aussi tout ce qu'on ne peut pas mettre dans une exposition parce qu'il n'y a pas de place, parce qu'il faut être synthétique, parce qu'il faut que les gens comprennent pour des tas de très bonnes raisons par ailleurs. Donc par exemple, moi j'avais repéré, il y avait un tiroir dans des meubles d'archives que j'adorais parce que vous voyez de quoi je veux parler, parce que les filles de Giono à sa mort avaient rangé les choses et puis elles avaient étiqueté les tiroirs. Alors il y avait photos de famille, vous voyez ce qu'on peut faire tous au fond, hein, dans toutes les maisons. Et puis il y avait un tiroir qui s'appelait Papa en vrac. Et alors ce tiroir Papa en vrac m'a jamais quitté et moi j'aurais voulu exposer tout le tiroir et je pouvais pas évidemment exposer le tiroir parce qu'au fond les gens se seraient vite lassés parce que dedans il y avait Giono petit bébé, puis Giono petit enfant, puis Giono enfant, puis Giono... Mais bon, et ça c'est la chair des gens en fait. C'est-à-dire l'œuvre évidemment elle est là, mais la chair des gens, la mémoire qu'ils laissent au cœur des gens qui les aiment, elle est dans toutes ces choses extrêmement ordinaires. Donc j'en ai mis dans l'exposition, mais j'avais envie que dans le livre, ça soit pas un livre justement de grand écrivain, ça soit un livre sur un homme qui lutte tous les jours avec la poésie, avec la littérature, avec la politique, avec l'amour, avec le deuil, avec les femmes, avec la sexualité, ça soit un livre de vie. Voilà, je voulais pas l'enfermer. Et donc, j'ai laissé rentrer la vie. Et ce n'est pas l'opposition, sa vie, son œuvre. C'est beaucoup plus mêlé que ça. Le Giono, il est tout autant dans son œuvre que dans les témoignages de ces gens. Mais je voulais rendre justice à la part de chair, quoi, à la part de chair des écrivains. Et son œuvre m'aidait beaucoup parce que c'est une œuvre de chair. Donc, voilà. Et ce faisant, ma vie à moi a commencé à s'incruster. Parce que c'est un livre de lectrice et qu'à un moment donné, il faut que la lectrice apparaisse pour expliquer depuis quel endroit elle est en train de lire aussi. Parce que moi, je suis persuadée qu'on ne lit pas pareil, qu'on ne lit pas la même chose selon le contexte, selon les âges de la vie auquel on lit, selon pourquoi on se plonge dans telle œuvre. Et c'est pour ça qu'il y a quelques passages dans Giono Furioso, effectivement, où ma vie arrive, et très discrètement la maladie de mon père. Alors moi, ça m'a beaucoup touchée parce que les lecteurs me renvoyaient souvent mon père. Quand je parlais de ce livre dans les rencontres, et en fait il est très peu présent. Il apparaît vraiment à 2-3 reprises, peut-être 2, mais il ressortait. Et il ressortait parce qu'il y avait un écho qui était que je suis persuadée que la plus grande histoire d'amour de la vie de Jean Giono, c'est son père, j'en suis sûre. Et il a décrit les derniers moments de son père, et notamment la manière dont il a aidé son père à mourir et dont il l'a accompagné. Et c'était ce que moi, j'étais en train de vivre, en fait. Et donc, la collusion de ces deux choses-là fait que mon père s'est invité discrètement dans le livre, discrètement parce que j'espérais qu'on puisse s'en sortir, qu'il puisse s'en sortir, et ça ne s'est pas produit. Et le garçon de mon père, en fait, est un peu... Vous savez, c'est comme les poupées russes. Il y a un livre dans le livre, et ce livre-là, donc, qui va paraître bientôt, il est en petit, en fait, il est au cœur de Giono, il est un peu caché à l'intérieur. Et les bons lecteurs, comme certaines, le trouvent à l'intérieur de ce livre. Alors, vous allez nous lire quelques pages que vous avez agrégées, montées, pour donner un aperçu. Est-ce que vous auriez pu l'appeler Papa en vrac ? J'aurais tout à fait pu l'appeler Papa en vrac, d'une part parce que j'aurais tout à fait été capable de penser ça, et d'autre part parce que mon père était lui-même quelqu'un qui était assez en vrac. C'est-à-dire, et je le dis, c'est un compliment. C'était quelqu'un qui débordait complètement de vie, de manière à peu près désordonnée, et il fallait rendre justice à ça, et donc
Ce livre qui a été conçu au moment où de grands bonheurs m'arrivaient, parce que le livre sur Giono a été très bien reçu, parce que l'exposition a été très bien reçue, parce que tout ça, c'était des choses que j'étais en train de construire, c'était des pierres pour la suite, des pierres pour l'avenir. Au moment où ces grands bonheurs-là m'arrivaient, un grand malheur qu'on connaît, hein, tous, puisque malheureusement on y passe tous, hein, on perd tous nos parents, mais ce grand malheur-là m'arrivait en même temps. Et donc, les gens, comment dire, avec un peu de bon sens, vous diront, c'est la vie, voilà. Sauf que pour un écrivain, la vie, ça suffit pas. Donc j'ai essayé de faire ce livre où il y a cette rencontre comme ça d'un homme extrêmement vivant qui déserte peu à peu la vie et de la vie qui rentre dans le livre. Voilà. Alors, vous voulez bien lire? Alors, ce que je vais lire, c'est un montage. Alors, bon, c'est pas très... pour pas que ça soit trop long. Donc, c'est le début du livre. Juste poser le micro pour pouvoir organiser mes feuilles. C'est le début du livre. Le trajet m'était connu. En haut des escaliers, marquer un temps d'arrêt, écouter le murmure des villes bourgeoises, oublier les râles du métro, cette bête à l'agonie dont la dégradation accompagne la chute des êtres qui, toujours plus enfoncés dans la misère, peuplent ces couloirs toujours plus et toujours plus longtemps. Alors, entrer dans un domaine où la lumière du jour enrobe une forme de vie positive, heureuse de son propre confort. Je serais triste, hélas, et craintive. Et pourtant, je marcherais vers la clarté. Une fois encore, j'allais passer l'après-midi dans une chambre au mur pastel, j'y chercherais sa chaleur, tourner vers lui comme on s'expose à l'âtre, avançant les mains jusqu'à ce que leur couleur change. À chaque visite, il avait moins d'énergie, mais j'en partais avec quelque chose, une plaisanterie, un regard, un reste de sa présence, des morceaux du passé. 9 mois auparavant, on l'avait admis aux urgences les plus proches de chez lui, à l'hôpital militaire de Saint-Mandé. J'avais d'abord ri en l'imaginant aux mains de médecins gradés, matricule erratique au milieu de patients martiaux. Je me l'étais représenté en dernière recrue d'une soldatesque estropiée, solidaire et férue d'anecdotes virilement démonstratives. Il m'y paraissait tout à fait déplacé, bien qu'il ait toujours prôné le maintien du service militaire, sous prétexte que, pour faire la révolution, il faut savoir manier les armes. En ces matières, son seul exploit avait été l'obtention d'un brevet de secouriste, pourtant inutile dès qu'il nous arrivait quelque chose. Si nous étions blessés ou malades, il tournait de l'œil, quand il ne disparaissait pas, après avoir claqué la porte, en titubant. Un jour qu'il avait roulé bien involontairement sur un chaton, glissé entre la roue et le garde-boue de sa voiture, il avait été pris de vomissements et de diarrhée, comme lorsque, à 18 mois, j'avais failli me noyer, sous sa surveillance, dans le lac des Buttes-Chaumont. Et quand, par les hasards des alliances familiales, on l'avait invité à une chasse aux sangliers, il était revenu vert de la curée d'où on l'avait été conduit, de peur qu'il s'évanouisse. Il avait à l'évidence plus à voir avec la bête aux entrailles fumantes qu'avec ses bourreaux. Ce théâtre de l'affolement était la pantomime inverse de son courage face à la douleur. On aurait dit qu'il ne pouvait réagir qu'à la faiblesse des autres. Il était donc heureux qu'il n'ait jamais eu à prendre les armes pour faire sa part dans la Révolution. Cette hypersensibilité opposée à ses principes brutaux l'aurait sans doute handicapé. Dans l'après-midi, je l'avais appelé pour prendre des nouvelles et au passage me moquais un peu de lui, à poil, parmi ces hommes de devoir, de danger et d'armes. Nous étions encore au téléphone lorsqu'on lui avait annoncé les résultats des examens. Le gros mot, le grand mot, la plaie et la malédiction commune, le mot de cancer, avait été prononcé. J'avais couru le retrouver. Il était agité, il s'était calmé et il s'était endormi. Dans le lit d'à côté, un homme âgé s'ennuyait ferme. Il n'arrivait pas à pisser, tourné d'un côté sur l'autre. La petite blouse mal fermée dans le dos dévoilait à chaque mouvement la chair fatiguée de ses fesses marbrées. Militaire à la retraite, il avait failli mourir très jeune dans un accident de voiture et prenait sa situation avec beaucoup de calme. Il était au-delà de la pudeur. Leur sieste commune m'avait évoqué une mini-crèche sur laquelle j'aurais veillé. À la fin de la journée, le militaire avait fendu le silence de la chambre d'un « victoire » tonitruant, tout en brandissant, à mon appréciation, le pistolet plein. J'avais alors eu l'impression d'appartenir à une cohorte de vieux mecs en fin de course et qui me traitaient comme l'un des leurs. Au bout d'une dizaine de jours où chacun de ses organes digestifs avait été fouillé, un diagnostic précis avait été posé. Cancer de l'ampoule, un machin à la tête du pancréas. Le lendemain, il avait failli mourir d'une infection. Nous avions alors appelé l'un de ses plus vieux amis, un médecin. Ils avaient passé leurs 20 ans à jouer aux cartes, poker, tarot, bridge, nimbés de fumée de cigarettes
et d'autres choses, gagnant de l'argent facilement. Était-ce pour l'une de ces mises qu'une fois il avait vendu la vieille voiture de son père? Je revois ce dernier, bonne nature, se le rappeler, le corps raccourci par la vieillesse et secoué de rire. « Il m'avait vendu ma voiture, tu te rends compte ?» Son copain exerçait à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine. L'idée de l'envoyer là-bas me rassurait. S'il n'en y était pas mieux soigné qu'ailleurs, tout y serait plus confortable. S'il avait exercé ailleurs, j'aurais souhaité qu'il y aille, ou que soit l'ailleurs. Mais c'était l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine, l'hôpital des riches. Hors de question. Il voulait être traité comme tout le monde. Sur les amas de peau fatiguée, sur le visage las de supporter la carcasse et les renoncements du vieillissement, était alors passée une ombre, en souvenir de ses premières années de vie. Un bout de chair de l'enfant qu'il avait été, triste, solitaire et sans argent, était attaché à ses entrailles. Il y a quelques années, on pouvait encore en apercevoir le fantôme accroupi au fond d'un appartement délabré à Issy-les-Moulineaux, aux portes de Paris. Il a disparu, l'immeuble ayant été démoli par la mairie pour cause d'insalubrité, et avec lui, la cour maigre et les paillasses, où grimpait une végétation sauvage, de la mauvaise herbe surtout. Modeste, le logement était pourvu d'un unique lavabo, où l'on faisait à la fois la vaisselle et la toilette à l'eau froide. Mon grand-père s'y trouvait bien. Après quelques années passées à donner des cours et à jouer de la musique dans les cinémas, mon grand-père avait obtenu un poste chez les frères Lassaliens, et cet appartement râpeux était sans doute au mieux de ce que son salaire de professeur de fanfare, au pensionnat Saint-Nicolas, pouvait offrir à sa famille. Il passait de toute façon l'essentiel de son temps à l'extérieur, marcher dans Paris, courir les opéras et les salles de concert à la recherche des places les moins chères, celles du haut, tourbillonner de beauté en beauté, virevolter parmi les hauteurs, jusqu'à ce qu'un jour son vieux cœur le lâche. Cette dévoration de musique dans laquelle il entraînait ses enfants aura occupé la plus grande part de sa vie. Les récits de ce petit homme doux et bavard étaient tous nimbés d'une joie inaltérable. Ainsi évoquait-il Joséphine Baker, dont les fils avaient été ses élèves, en rosissant une exclamation énergique. « Par exemple, quelle belle femme !» Et rappelait-il avec fierté que son amie de cœur avait été l'une des reines de beauté de la revue Ciné-Monde. Il parvenait même à raconter, en riant, le jour où sa femme l'avait quitté, ne laissant qu'une table. Elle avait dévissé les ampoules et un mot manuscrit. Mais les récits de son fils disaient bien autre chose. Il suintait la solitude d'un enfant grandi sans mère et la conscience douloureuse de la différence sociale lorsqu'on l'expédia dans une autre des écoles du groupe des frères des écoles chrétiennes, les francs-bourgeois de Paris. Il y était la bonne œuvre brillante et perdue parmi les gosses de riches. On dit que certaines personnes portent l'embryon mort de leurs jumeaux dans leur corps, dans des endroits incongrus. Il me semble que pour certains, l'enfance désolée s'accroche à leur corps, comme l'embryon mort à son double. Merci beaucoup. Alors avant qu'on passe aux questions de la salle, je voudrais juste vous poser une première question sur ce texte, qui est le contraire d'un tombeau. Vous parlez vous dites un livre qui oublierait d'être malheureux. Et vous évoquez l'idée d'un château bruissant de souvenirs. Donc ça, c'était vraiment ce que vous aviez en tête au moment de vous lancer dans ce livre? Alors, j'avais pas grand-chose en tête, pour rien vous cacher, au moment de me lancer dans ce livre. C'est-à-dire que j'avais seulement en tête la structure. Ce livre est structuré en journée, du dimanche au vendredi. Voilà, c'est les jours passés à l'hôpital avec mon père jusqu'à sa mort. J'arrive un dimanche, j'ignore qu'il ne sortira pas de l'hôpital, et puis le vendredi, il est mort, 2 jours après la sortie du livre sur Giono. J'avais la structure parce qu'il n'y a pas de miracle dans la vie. Là, il n'y a pas eu de miracle, donc il fallait qu'il soit assez clair qu'il n'y aurait pas de suspense autour de cette question, qu'il n'y avait pas à en avoir. Après, ce que je voulais, je crois, mais c'est difficile de le dire nettement, je crois que je voulais tout simplement être avec lui. Je crois que les écrivains ont cette chose assez merveilleuse, cette chance en fait. Quelqu'un vous manque et vous le faites surgir de la page. Et donc, je voulais que ce livre garde mon père auprès de moi, le garde vivant. Et puis évidemment, à mesure que j'écrivais, des choses se précisaient et ce que je voulais se développait, devenait différent. Et donc, il y a des tas de choses qui se sont superposées. Mais je dirais que la chose la plus importante pour moi, c'était que ça soit un livre de vie et pas un livre de deuil, c'est-à-dire un livre vraiment du moment où la vie est là et où on la sent presque dans les mains. Voilà, on la sent presque dans les mains. Et la personne va partir, elle s'efface, elle va mourir, mais
on a encore ça qui palpite, quoi. On a un petit cœur palpitant dans la main. Et ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est ça, c'est ce cœur qui palpite. Et évidemment, la pulsation, alors on revient au rythme, le rythme, la pulsation, elle remonte loin. Elle remonte dans l'enfance, elle remonte dans les souvenirs les plus primitifs. Et c'est ça que j'ai essayé de faire. Merci beaucoup. Donc nous allons passer aux questions de la salle et je vous propose de faire comme si la première question avait été posée. Du coup, vous êtes beaucoup plus détendus et vous n'hésitez pas à en poser. Bonjour, merci pour cette intervention. Vous avez dit pour un écrivain, la vie ne suffit pas. Et je me demandais si vous pouviez développer et expliciter cette réponse. Alors, je crois que les piqué à Fernando Pessoa. Il me semble, qui est quelqu'un d'assez recommandable. Je pense que même quand on aime écrire, même quand c'est une jubilation, même quand, parce qu'il y a des écrivains qui sont des écrivains de l'effondrement, et puis il y en a d'autres qui adorent ça. Moi, je pense que ça dépend des livres. Et, bon. C'est dur. C'est-à-dire que c'est bien, à la fin c'est bien, on est heureux, il n'y a rien de meilleur au fond. Et ça veut sans doute dire que si on a besoin de cette difficulté-là, de cette épreuve-là, de cette confrontation-là, avec la matière, avec la langue, avec les autres écrivains aussi, avec ceux qui nous ont précédés, si on a besoin de cette difficulté, c'est qu'il y a quelque chose qui nous manque. Et il y a des tas de gens qui sont des bienheureux, si vous voulez. Dans mon livre, il y a notamment mon grand-père et ma grand-mère qui étaient les deux bienheureux de mon enfance. C'était des gens bénis des dieux. Je viens de lire le passage où mon grand-père raconte en rigolant que sa femme est partie. Il était vraiment comme ça. Et d'ailleurs, quand il est mort, c'était stupéfiant, ces funérailles, parce que tout le monde était écroulé de rire, en fait. C'était que c'était à son image à lui. Alors, il y a des gens comme ça qui se laissent traverser par la vie, qui se laissent porter et qui ont une aptitude au bonheur et à la jouissance de la vie énorme. Et puis, il y en a d'autres pour qui il y a une insuffisance, il y a un besoin de plus. Et je crois que les écrivains, et plus largement d'ailleurs les artistes, appartiennent plutôt à cette catégorie. Ils ont du mal à se laisser nimber béatement par le monde, quoi. Et peut-être qu'au fond, ils aimeraient pouvoir être comme ça. Il faudrait leur poser la question. Moi, j'aimerais bien, mais j'en suis totalement incapable. Une autre question ? Bonjour Emmanuel, bonjour Raphaël. Merci pour cette rencontre et sans avoir divulgaché le début de votre prochain. J'ai perdu mon père aussi, donc avoir ce petit cœur palpitant, forcément, voilà. Est-ce que écrire à chaud, justement, entre guillemets, ce livre-là, et pour reprendre un petit peu votre œuvre, et pour lutter contre la disparition, puisque vous dites la vie ne suffit pas, et donc je ne veux pas que cette vie elle disparaisse pour autant, pas de disparition, pas de désertion, et donc par conséquent j'ai produit ce livre-là. Ou est-ce que c'est voilà, ça a coulé de source et ça n'a strictement rien à voir? Merci. C'était très important, merci. C'était très important de l'écrire à chaud. Je voulais saisir un moment. Et il n'y a rien de plus volatile qu'un moment, bien évidemment. Donc il fallait l'écrire à chaud, et non seulement à chaud, mais vite. Il fallait l'écrire vite. Il ne fallait pas que ça s'estompe. Il fallait que ça reste là. Et surtout, je ne voulais pas l'écrire dans le temps du deuil, enfin de ce qu'on appelle le travail du deuil, le temps de l'élaboration, voilà. Je voulais l'écrire dans le temps du chagrin. Je voulais combattre le chagrin. Il y a une éditrice chez Stock qui m'a dit « Ah oui, c'est marrant parce que quand tu me parlais de ce livre, je pensais que ça allait être un livre de consolation par la littérature. » Et moi, j'ai répondu maintenant « Mais moi, je n'ai pas envie d'être consolée. Je ne veux pas être consolée. Je suis triste, c'est comme ça. C'est la vie, on est triste. » Et la grande leçon que j'avais de Giono, alors j'avais évidemment en arrière-plan un livre de Giono
qui est peut-être son livre qui a le moins marché à cause de son titre, qui s'appelle Mort d'un personnage, qui n'est pas un titre extrêmement engageant de fait, et qui est sublime, qui raconte les derniers jours de Pauline, l'héroïne du Hussard sur le toit, mais qui là est très très vieille et très très affaiblie, et c'est son petit-fils qui prend soin d'elle. Et Giono raconte les soins corporels, il raconte la manière dont, quand on est dans la très grande vieillesse, dans la très grande détresse, l'entourage finalement a envers vous les soins qu'il aurait envers un être qui vient de naître, hein, et qui a un appétit de vie. Et là, il y avait cette boucle de la mort, et moi je voulais saisir ça, ce moment où la vie et la mort se rejoignent, et où c'est de la vie. Et donc j'étais pas là ni pour nier la mort ni pour nier le chagrin, j'étais là pour rendre justice à la vie. Si j'avais fait un livre plus tard, en ayant, comme on dit, fait mon deuil, en ayant fait la paix avec la mort de mon père d'une certaine manière, ben, je ne sais pas ce que ça aurait été, mais ça n'aurait pas été ça. Là, c'est un livre dans lequel il y a un corps à corps. Et il y a un corps à corps entre la mort qui arrive et la vie qui est là. Et il y a un corps à corps entre moi et il y a une scène dans le livre d'ailleurs où j'écris ça, où je crains qu'on soit plusieurs à l'avoir déjà vécu. C'est-à-dire, il y a un moment où on est déchiré entre l'envie que ça s'arrête et l'envie que ça continue. Et ça me paraît un moment intéressant. Donc, pour saisir l'instant, il fallait se dépêcher. Une autre question ? Bonjour. Bonjour. Dans votre parcours d'écriture, vous êtes traversé par des auteurs, puisque vous travaillez avec des auteurs. Je pense que c'est un choix. Enfin, c'est votre façon d'écrire. Peut-être que c'est pas un choix vraiment, mais peut-être aussi un peu quelque part. C'est un plaisir. Okay. Et donc vous pensez que vous allez continuer dans ce sens-là, vous allez rencontrer d'autres écrivains et ça, c'est votre suite de parcours ou vous ne savez pas? Alors, je ne sais pas parce qu'il y a une énorme part de hasard dans tout ça. C'est ça qui est aussi vivant finalement et intéressant. Moi, je n'avais pas de plan de carrière, Je viens d'un milieu qui n'est pas du tout le milieu ni intellectuel, ni enseignant. Donc moi, j'étais littéraire. Donc quand on est littéraire, on fait des études de lettres. Quand on fait des études de lettres, qu'on veut gagner sa vie, on est prof, parce que sinon c'est un peu compliqué. Et puis voilà. Et puis quand on fait ça, on se dit que c'est bien de faire une thèse pour être prof de fac. Alors j'ai fait une thèse. Mais vous voyez, j'ai tout fait comme ça un peu. Et puis le hasard s'en est mêlé. Et la rencontre avec Rob Grillet, c'est une rencontre de pur hasard. Je dirais que d'une certaine manière, le seul auteur où il y avait une nécessité dans la rencontre, c'était Genet, qui est mort depuis 1986, donc je ne l'ai pas connu. Mais ça, c'est des choses que j'ai recomposées plus tard, parce que l'histoire de Genet, qui est l'histoire d'un enfant abandonné, en manque de mère, évidemment, c'est aussi celle de mon père, et donc j'avais sans doute été saisie très violemment par cette œuvre-là qui parle de ça de manière tellement admirable. Il y avait quelque chose de nécessaire là. Pour le reste, c'est du hasard. L'exposition Giono, elle m'est commandée, c'est une commande qu'on me passe. Alors, le président du MUSEM, dont j'avais fait l'expo Genet, avec Albert Dichy, le président du MUSEM, Jean-François Chouniet, était très content. Et donc, c'est un taiseux, Jean-François Chouniet, c'est pas quelqu'un qui... Et donc, un jour, on terminait une visite de presse, je crois, de Genet. On était sur la terrasse, comme ça, puis d'un air... il me dit d'un coup, aimes-tu Jean Giono ? Il se trouve que j'aime Jean Giono. Donc, j'ai dit oui, bien sûr, j'aime Jean Giono. Et ça s'est fait comme ça. Ça, c'est le hasard. Donc, alors, est-ce que à l'avenir, le hasard va remettre sous mes pas un autre écrivain monstrueusement difficile dont je vais m'emparer et pourquoi pas, et si on me fait ce cadeau-là, je le prendrai, parce que je trouve que c'est une chance inouïe de pouvoir faire ça. Après, pour l'autre partie de votre question, la réponse est absolument oui. Moi, je pense qu'on lit parce qu'on écrit. Et qu'on écrit parce qu'on lit. Vous voyez, et moi, dans l'occurrence, c'est en train de se renverser. Je lis parce que j'écris, parce que écrivant, j'ai encore plus besoin de lire que quand j'écrivais pas. Chaque livre, pour moi, est associé à des lectures que j'ai, par exemple, reprises quand j'étais en train d'écrire. Et ça, c'est une logique qui ne se commande pas. Alors, j'en reviens encore, là, il n'y a pas de méthode là-dedans. Il n'y a pas
qu'est-ce que je vais lire par rapport... C'est pas de la documentation. Voilà. On peut avoir de la documentation, mais on en a d'ailleurs. Mais c'est autre chose. Je pense que ça rejoint le début de la conversation avec Raphaël. C'est la petite musique. Vous êtes en train d'écrire, il y a une petite musique qui s'installe. Et cette petite musique, paf, elle fait surgir vos lectures, et peut-être même des désirs de lecture, si vous avez entendu parler de choses ou d'autres. Et donc, moi, chaque livre est associé à un autre livre. La tête haute, par exemple, quand j'étais en train de l'écrire, j'ai eu envie de relire Les Misérables, d'Hugo. D'un coup, c'est sorti comme ça. Je n'avais pas lu depuis longtemps, et c'est juste un chef-d'œuvre, donc c'était bien. Vous voyez, c'est ça l'avantage avec ces gens-là, c'est qu'on n'est jamais déçu, au fond. Hein. Voilà, la désertion, c'était l'idiot de Dostoïevski. C'est le livre qui s'est imposé à moi, et celui-ci, c'est Sido et les vrilles de la vigne de Colette, qui est un de mes livres préférés de Colette, qui est aussi un de mes auteurs, ou plus exactement de mes autrices, même si je crois qu'elle aurait préféré auteur, mais préféré, et qui est un livre merveilleux sur sa mère, et sur la présence maternelle, mais il y a quelqu'un qui est un peu planqué à l'intérieur de ce livre admirable, et c'est le père de Colette. Et donc j'ai mis une citation de Colette en exergue de mon livre. J'adore cette citation. Elle dit « Mon père et moi, nous n'acceptons pas la pitié, notre carrure la refuse. » Ça. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ouais. On a le temps pour une dernière. Alors moi, je vais prendre... Vous prenez la dernière à moi. Je prends la dernière une fois, deux fois... Bon, adjugé à moi. Moi, je suis vraiment frappée par les allers-retours entre Giono Furioso et Le Garçon de mon père, enfin parce que votre père s'est glissé dans Giono, mais Le Garçon de mon père a des échos très forts avec Giono. Des passages de Giono, vous commentez son œuvre, et puis donc, la place de la vie dans ce qu'elle a de plus furieux et dans ce qu'elle a de plus palpitant. Chez Giono, on la retrouve dans Le Garçon de mon père. Enfin, il y a vraiment des échos très, très forts entre les deux textes. Et dans Giono Furioso, vous écrivez cette phrase la littérature est l'art d'arracher les êtres à la mort pour les catapulter parmi les vivants. Et c'est le programme du Garçon de mon père. Donc, c'est pas vraiment une question, mais ça appelle votre commentaire. Oui, mais si vous le souhaitez. Je crois vraiment à ça. Je crois que une des questions qu'on a tous à cœur, c'est celle de la trace. C'est peut-être le seul fil d'ailleurs commun dans ce que j'essaye de faire, que ce soit les expositions ou les livres. C'est d'essayer de voir quelle est la trace qu'on laisse aux autres. Alors évidemment, en plus en prenant de l'âge, ça devient de plus en plus important, malheureusement. Mais je trouve que c'est un très grand mystère. Et c'est vrai qu'avec Giono, il y a la question de la mort dans la vie, mais après, et c'est aussi là que Le Garçon de mon père a à voir avec Giono, c'est-à-dire il a à voir avec le travail que j'ai fait sur Giono, le livre que j'ai écrit sur Giono, et il a à voir avec les rencontres que j'ai faites à l'occasion du livre sur Giono. Ça m'a beaucoup intéressée, parce que j'ai découvert des lecteurs et des lectrices qui étaient exactement à l'image de l'œuvre de l'auteur. J'étais un peu. Giono est quelqu'un qui est très lu, qui est très apprécié, qui a des connaisseurs. Il y a une association d'amis absolument géniale qui fait des tas de choses. Il y a, je ne sais plus si c'est 600 membres. Enfin, c'est énorme. Hein. Et quand je faisais la tournée dans sa région, j'arrivais dans les librairies, je me disais, oh là là, je suis sur ces terres. Ce sont ces lecteurs, ils le sont depuis plus longtemps que moi, et ils connaissent sans doute mieux que moi, parce que c'est des gens qui connaissent tout par cœur. Hein. Donc j'avais un peu peur. J'avais un peu peur que le mien soit pas le leur, et que du coup ils m'en veuillent. Ce que pourrait provoquer Genève, par exemple. Et j'ai découvert autre chose. J'ai découvert une générosité, une ouverture, une énergie. En fait, j'ai découvert un appétit chez ces gens. Et ils étaient, en fait, j'aurais dû y penser plus tôt, ça ne m'avait pas traversé l'esprit, ils étaient façonnés par l'œuvre. C'était les livres qui avaient créé ces lecteurs-là. Ils en étaient conscients et ils étaient heureux de l'être. Et notamment dans l'expo, je suis revenue sur des points qui fâchent, hein, et qui ont fâché beaucoup.
sur la question de savoir ce qu'on faisait de Giono après l'occupation, sur la question des femmes, qui était un point qui avait été occulté pendant des années, pour des raisons d'ailleurs de simple courtoisie aussi vis-à-vis de Madame Giono. Enfin bon, bref. Donc des points qui fâchent. Et il me dit, ah, enfin. Parce qu'ils savaient, eux, qui avaient lu les livres, ils savaient que le monsieur qui avait écrit ces livres-là ne pouvait pas être quelqu'un de très tranquille, de très lisse, de très confortable. Ils savaient bien que leur écrivain était un écrivain complexe, tourmenté, tumultueux, et qui avait cette aspiration au bonheur, mais eux qui avaient lu, ils savaient qu'il n'y avait pas que ça. Donc ça m'a vraiment beaucoup intéressée, et c'est aussi pour ça que Le garçon de mon père est né à la fois du livre et de ce qui s'en est suivi, parce qu'il était là vivant chez tous ces gens, quoi. Et il l'était à travers ce qu'il a sans doute fait le mieux, qui sont ses livres. Donc c'était une leçon merveilleuse, et c'est vrai que ça motive à écrire. Merci beaucoup, Emmanuelle. Je vous en prie. Merci à tous d'avoir été là. La séance de dédicace vous attend, si vous le souhaitez. Et par ailleurs, il y a plein d'auteurs en dédicace. N'hésitez pas à vous promener dans les allées. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.